merci pour cette invitation. Moi, je suis médecin infectiologue résident à Erasme et je vais apporter un côté un peu plus pratique et clinique à cette soirée en parlant de comment nous, en tant qu'infectiologues, on prépare les patients à l'immunosuppression. Donc, je ne vais pas parler de la prévention des infections après la transplantation, mais bien ce qu'on fait avant qu'une immunosuppression soit prévue. Et donc, tout ça pour... je ne vais pas revenir sur certains points qui ont déjà été introduits ce soir. Mais donc, nous, essentiellement, en consultation, on a un petit plan d'attaque quand on a le patient pour la première fois devant nous, qui consiste à screener les infections latentes ou actives. Puis, on fait tout un bilan sérologique pour lequel on a fortement besoin du laboratoire. Et puis, on propose une certaine série de vaccins selon les spécificités de chaque patient. Et puis après, parfois, on répond aussi à d'autres questions euh, concernant les patients. Alors, par rapport aux infections latentes, il y a essentiellement la tuberculose que je vais développer un peu plus tard sur les slides, mais il y a également, par exemple, d'autres infections qui peuvent être sous-jacentes aux patients, comme les infections par les HPV, les hépatites, certains parasitoses. Alors, en ce qui concerne la tuberculose, qui est le grand de notre consultation, on essaye de traquer au maximum les tuberculoses latentes qui ne demandent qu'à s'activer en cas d'immunosuppression. Pour rappel, dès qu'on est en contact avec la tuberculose, il y a une certaine partie de la population qui va se débarrasser et donc ce sujet ne développera jamais de tuberculose, en tout cas par rapport à ce contact. Et par contre, une minorité des gens, environ un tiers, va développer une tuberculose latente, voire active. Alors c'est ce public-là que nous on cible. Pour cela, l'anamnèse est hyper importante. On doit savoir si les patients ont été vaccinés au préalable, s'ils ont déjà eu des tests type intradermaux, quantiférons, d'où ils viennent, quels ont été leurs contacts, leur métier, etc. Donc c'est le grand de notre travail à ce moment-là de faire une anamnèse. Et puis, on applique une série de tests pour pouvoir différencier entre la tuberculose latente et maladie. Alors, vous en avez déjà tous entendu parler, mais on fait le test intradermique où on injecte de la tuberculine et on attend de voir s'il y a une réaction au niveau de l'avant-bras. Pour ça, on utilise les critères de la FARES que je vous montrerai plus tard. On utilise également de plus en plus le test IGRA ou quantiféron. Et alors, par la suite, on complète par un bilan d'imagerie qui peut être une radio de thorax, mais parfois on doit aller jusqu'au scanner, voire le PET scanner pour faire notre bilan. Comme la maladie, comme la tuberculose est un continuum, c'est parfois pas évident de faire la part de choses entre une maladie latente et active. Et c'est là où tous ces bilans complémentaires nous permettent de poser un diagnostic, puisque forcément le traitement ne sera pas le même. Ici, c'est juste le tableau de la FARES qui reprend un tout petit peu les différents critères pour interpréter un test intradermique qui c'est positif. Juste pour rappel, comme ça rentre un peu dans les têtes de tout le monde, nous, on ne mesure jamais la rougeur, mais bien l'induration de la réaction. Donc ça, c'est important parce que parfois les gens disent « Ah, mais c'était très rouge ». Parfois, il n'y avait pas d'induration, donc le test, ça reste quand même négatif. Et alors, je reviens encore sur cette diapositive, désolée, c'est aussi pour dire qu'on interprète évidemment le résultat selon l'état d'immunosuppression, l'âge du patient. Donc, on a une certaine tolérance de réponse selon des critères aussi cliniques. Voilà, et alors après, ici j'ai repris aussi une dia de la FARES pour rappeler le traitement que l'on propose pour la tuberculose latente. Alors, en deuxième partie de notre consultation, on essaye de faire le point sur les maladies et l'état d'immunité de certaines maladies concernant les patients pour pouvoir proposer soit des compléments de vaccination, soit des prudences particulières, soit de comportements adaptés, de comportements du patient. Donc, typiquement, on demande
toutes les sérologies hépatites. La B, parce qu'il y a une vaccination qui va suivre derrière et parce que c'est important de savoir si, par exemple, le patient a une hépatite B chronique qui n'est pas encore tout à fait contrôlée, bah, il y a peut-être lieu de faire un traitement avant de commencer l'immunosuppression. L'hépatite C, bah, ça fait partie du dépistage. On fait aussi, par exemple, les sérologies contre la rougeole, notamment le CMV, les BV, les herpès, la varicelle. Tout ça, ça va avoir des conséquences. La rougeole, bah, si les patients ne sont pas immunisés, on va peut-être proposer une vaccination. Le CMV, essentiel, essentiel pour savoir si les patients sont plus ou non à risque de développer en post-transplantation, par exemple, une réactivation de la maladie. Donc, c'est toujours bien d'avoir un état de base. Les bébés, c'est important, surtout pour les patients, par exemple, avec des maladies hématologiques. L'herpès, on le fait parce que ça fait partie du panel. Et si jamais on a des patients qui reviennent avec des activations, des boutons de fièvre, on peut leur proposer un traitement préventif. La varicelle sauna, ça fait partie aussi des vaccinations qu'on peut proposer. On fait aussi un état de base HIV, syphilis, la toxoplasmose, importante en cas par exemple de transplantation cardiaque, puisque comme vous savez, la toxoplasmose peut être transmise par les muscles. On fait aussi par exemple des sérologies strongyloïdes, puisqu'il y a beaucoup de patients qui viennent d'autres pays avec d'autres prévalences, et donc on propose ce qu'on appelle le terme n'est pas très bien, mais on propose une désinfection, une décolonisation, une déparasitage à ces patients-là aussi. Alors, en fonction de ça, on va proposer différentes vaccinations. Pour faire cela, il y a eu la Haute Autorité de Santé belge, le Conseil supérieur de la santé, qui a produit des guidelines qui ont été produites par différents spécialistes dans le domaine en ce qui concerne la vaccination des patients immunodéficients. Je vous invite à lire le document si vous êtes clinicien, parce que c'est vrai qu'il y a des tableaux qui aident très fortement. Et donc, nous, on se base sur ce document pour mettre à jour les vaccinations des patients, que ce soit la vaccination de base, la vaccination spécifique pour les patients immunodéprimés. On profite de l'occasion pour revoir aussi s'il y a des voyages dans un futur. Et alors, souvent, on doit aussi proposer une vaccination pour les cohabitants des patients. Alors, chez nous, le timing est assez important puisque toute vaccination sera plus efficace avant le début de l'immunosuppression et parce que certaines vaccinations, notamment les vaccins vivants, sont contre-indiquées pendant l'immunosuppression parce qu'on peut provoquer une réplication, une infection de la maladie. Donc, on essaie toujours de respecter un délai de 4 semaines avant l'immunosuppression. Et si jamais les patients sont déjà en cours de traitement ou qui sont déjà et qu'on peut modifier l'immunosuppression, par exemple, le patient avec une polyarthrite rhumatoïde ou un Crohn, toutes ces maladies qui évoluent par poussée, bah, on a parfois des fenêtres pour lesquelles on peut proposer les vaccins. Par contre, d'autres patients qui ont déjà été transplantés en urgence et qui viennent à la consultation après, bah, malheureusement, c'est déjà trop tard. Alors, ici, c'est juste pour répondre à un tableau, par exemple, qu'il y a dans le document que je viens de vous montrer du Conseil supérieur de la santé, où on a, par exemple, déjà les délais à respecter entre certains traitements. Ici, j'ai repris les plus courants qui sont les corticoïdes et le méthotrexate, mais on a aussi beaucoup d'autres tableaux qui complètent avec les nouvelles biothérapies. On ne sait pas suivre à chaque fois toutes les molécules. Donc, ces tableaux nous permettent de savoir tel type d'anti-TNF, il a une durée de vie concernant l'immunosuppression qui va être de 4 mois. D'autres, comme le rituximab, ils auront une durée de vie de 1 an. Donc, en fonction de ça, on s'adapte et on prépare aussi les patients. Alors, juste ici, un petit rappel pour dire que les vaccins vivants, donc on vert sur le tableau, nous posent un problème de safety. Donc, on ne peut pas les utiliser si les patients sont déjà immunodéprimés à cause des risques que j'ai déjà expliqués au préalable. Et donc, on essaye de les vacciner avant, de faire un trou dans l'immunosuppression. Ou alors, parfois, ce qu'on fait, c'est on fait des dosages pour voir si les patients sont déjà partiellement immunisés. On sait aussi que faire les vaccins vivants, c'est moins risqué si c'est un rappel, par exemple, qu'une première dose. Donc, avec tout ça, on essaye de proposer le meilleur plan pour le patient. Et alors, par contre, par rapport aux vaccins inactivés, il n'y a pas de problème de sécurité. On peut toujours les faire quand les patients sont en cours d'immunosuppression.
C'est juste que parfois on sait qu'ils sont moins efficaces, surtout s'ils sont associés à certains types de traitements. Et donc, à ce moment-là, on va toujours préférer les vaccins conjugués aux vaccins polysaccharidiques. Et on va toujours, parfois, être obligé de checker que les patients ont une réponse immunologique. Ou alors, ce qu'on fait, c'est on vaccine l'entourage proche. Voilà, juste ici un petit mot pour dire les vaccins qu'on propose aux patients immunodéprimés en plus de vaccins standards comme le tétanos, le Covid maintenant. On essaye toujours de parler du vaccin de la grippe qui fait le lit d'énormément d'infections bactériennes, surtout pulmonaires. Évidemment, le vaccin du pneumocoque est presque obligé pour la plupart des patients. Et puis, selon le type de patient, selon les sérologies, on propose par exemple des vaccins contre le VZB, contre l'hépatite, le Gardasil pour le HPV. Ça, on essaye d'orienter selon le profil du patient et selon les résultats qu'on a eus. On profite toujours de cette consultation pour déjà voilà, faire le point si le patient va être amené à faire énormément de voyages ou pas et dans quelle région, puisque le vaccin de la fièvre jaune est un vaccin vivant et donc sera contre-indiqué en cas d'immunosuppression. Comme une seule dose suffit en général pour la plupart des gens, on essaye de le proposer avant l'immunosuppression. Donc cette consultation permet aussi de faire le point, surtout de plus en plus on a des jeunes patients qui viennent nous voir et donc c'est toujours mieux de faire les choses à l'avance. Et alors voilà, on profite de cette consultation pour discuter de certains risques de la vie de tous les jours, pour les patients, ils vont devoir peut-être changer certaines habitudes. Par exemple, pour la toxoplasmose, faire attention à tout ce qui est alimentaire, également pour la listeria, discuter des animaux de compagnie, discuter des contacts avec les petits-enfants, parce que, je ne sais pas, j'ai l'exemple d'une dame, soixantaine d'années, qui s'occupe de ses petits-enfants et elle est transplantée et malheureusement, elle a été victime d'une primo-infection CMV. Ce qui, pour n'importe qui des communs, c'est pas grave, mais elle a quand même dû être hospitalisée. Parfois, ils ont des complications. Donc, voilà, c'est des choses qu'on profite pour discuter en consultation. Alors, je ne voulais pas être excessivement longue et je voulais surtout apporter un côté pratique et clinique à cette présentation. Mais là, je suis disponible pour répondre aux questions si éventuellement il y en avait.